Ok, bonjour tout le monde. Merci à Olivier pour cette invitation à vous parler aujourd'hui. Après Gilles-Éric, comme j'ai dit, ça va être difficile d'avoir un même impact. Moi, je suis scientifique, comme Gilles-Éric, mais je travaille spécifiquement sur des problèmes du développement du cerveau. C'est pour ça que j'ai choisi cette cartoon qui est fait par le Monde, parce que ça montre le sujet de mon topo, qui est vraiment comment on va faire pour protéger la femme enceinte. C'est surtout ça qui est ma grande préoccupation, protéger la femme enceinte de ces pesticides, de ces polluants qui peuvent être aussi des plastifiants, mais des retardateurs de flamme, des surfactantes, tous ces mélanges auxquels tout le monde est exposé. Nous savons tous que ce n'est pas que chaque enfant qui naît avec une centaine de produits chimiques dans son sang. On sait qu'il est conçu dans ce mélange. Et c'est ça ma grande préoccupation. Alors, je suis tombée moi-même, un peu comme Obélix, dans cette soupe des perturbateurs endocriniens quand on m'a demandé d'être expert auprès de l'organisation, c'est l'OCDE, c'est en anglais, c'est Organisation for Cooperation Development Economic, qui est à Paris. Et je dois dire que je suis allée un petit peu en traînant mes pieds, je n'avais pas très envie, j'étais très bien dans mon labo à faire ma recherche, mais je peux dire que le monde a changé pour moi ce jour en 2001, quand j'ai été dans cette réunion. J'ai compris qu'il y avait un grand problème et qu'il fallait vraiment changer quelque chose dans la manière dont on teste les produits qui se trouvent effectivement dans nos assiettes. Et en sortant littéralement de cette réunion en 2001, je suis allée toquer à la porte du CNRS et du muséum où je travaille. Et j'ai fondé, avec un collègue, un étudiant qui avait fait sa thèse avec moi, on a fondé la société Watchfrog pour tester des produits dans l'environnement. Maintenant, évidemment, il y a des grandes compagnies qui critiquent le fait que Watchfrog est un petit peu associé à moi, mais je l'ai fondé il y a donc maintenant plus que 13 ans, 12. Et eux, ils travaillent de leur côté et moi, je travaille de le mien, parce qu'ils ont énormément de problèmes, parce que je suis un peu vue comme une lanceuse d'alerte aussi, mais je ne reçois pas de salaire, pas de frais de consulting de chez eux, ils travaillent. Alors, qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien? Un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange de substances, et c'est surtout ça qui nous préoccupe aujourd'hui, qui modifie ce fonctionnement de notre système endocrine, c'est-à-dire le système hormonal, nos hormones, et qui induit un effet adverse. On peut dire que, dans un sens, c'est un peu comme Gilles-Éric a utilisé le terme du spam, mais moi je pense que vous avez aussi un post radio, des fois vous essayez de le mettre sur le bon longueur d'onde. C'est un peu comme l'interférence sur le radio ou les hackers de l'Internet. Et bon, si on va parler de glandes endocrines ou perturbateurs endocriniens, il faut savoir de quoi on parle. Et il y en a beaucoup à partir de l'hypothalamus dans notre cerveau, la thyroïde qui est mon sujet de travail favori, mais aussi le foie, évidemment les ovaires et les testicules. Et on sait, je ne vais pas demander combien de femmes dans cette, et des hommes d'ailleurs, mais c'est plutôt une maladie de femmes qui souffrent d'une maladie thyroïdienne. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu tous ces problèmes avec le lévothyrox récemment. Et on sait que toutes les glandes endocriniennes sont importantes, mais quand même, on peut vivre, malheureusement, les eunuques, ils nous l'ont bien démontré, on peut vivre sans ces gonades, sans ces ovaires, sans ces testicules, mais on ne peut pas vivre sans l'hormone thyroïdienne. Et l'hormone thyroïdienne, chaque cellule de votre organisme, chaque cellule exprime des récepteurs pour les hormones thyroïdiennes. Mais et c'est pour ça que si vous n'avez pas assez d'hormones thyroïdiennes, vous grossissez.
Si vous avez trop d'hormones thyroïdiennes, vous maigrissez. Donc ça contrôle non seulement notre dépense énergétique et notre stockage des graisses, mais aussi le développement de notre cerveau. Alors, c'est le seul diapositive un petit peu scientifique que je vais vous montrer. Mais tout à l'heure, Gilles-Éric vous a montré un peu la cellule, et là, vous avez une cellule schématisée avec le cytoplasme, et au milieu, dans le noyau, il y a les récepteurs nucléaires qui vont réguler l'expression des gènes et modifier les transcriptions. Alors, vous avez là, j'ai mis la T3 en noir, des petits cercles noirs, et vous pouvez imaginer qu'un bêta endocrinienne va prendre la place de l'hormone thyroïdienne, la T3, sur les récepteurs, sur les TR, qui sont sur l'ADN et qui vont changer la transcription des gènes. J'aime bien dire que les perturbateurs endocriniens, ils ont une autoroute pour aller directement au cœur de nos cellules, où ils vont moduler directement l'expression de nos gènes. Et malheureusement, il y a des caractéristiques très particulières des perturbateurs endocriniens. Ils ont des effets non monotoniques, c'est-à-dire ce n'est pas une simple ligne droite, le moins au plus. Et ça, c'était une idée qui a été développée par Paracelsus dans le XVIe siècle. Maintenant, on ne peut plus dire que la dose fait le poison, mais pas du tout, parce qu'on peut avoir des effets à faible dose et des effets moindres à forte dose. Et la chose qui nous préoccupe, évidemment, c'est les mélanges, parce que c'est impossible aujourd'hui de ne pas être exposé à une flopée de beaucoup de pesticides, de composants industriels, des résidus des médicaments, des solvants, des plastiques, et évidemment des métaux lourds qui sont parmi les pires. Mais les pesticides, surtout les pesticides. Alors moi, j'étais réticente à penser que les pesticides étaient aussi mauvais, mais le plus que je travaille sur le sujet, le plus que je me rends compte, comme Gilles-Éric, qu'ils sont vraiment parmi les premières en ligne. Et évidemment, les produits ménagers et le soin personnel, les cosmétiques peuvent en contenir beaucoup. Alors, il faut faire marche arrière jusqu'au DDT. C'était en 1939 que Paul Muller avait découvert les propriétés de ce DDT. Et il a été couronné du prix Nobel pour cela. Il y en a pas mal d'exemples de ce genre, mais c'est vrai que c'était un produit qui avait permis de lutter contre la malaria et le typhus, et donc c'était utilisé beaucoup par les troupes pendant la guerre. Mais après la guerre, il fallait quand même continuer à utiliser ce DDT, et donc ils avaient trouvé que c'était bon pour lutter contre les moustiques, etc. Et puis, 20 ans plus tard, désastre. Chute des populations d'oiseaux, chute des populations de poissons, et ceci a été identifié par Rachel Carson comme étant le DDT était la cause bien démontrée. Et donc, elle-même, elle est morte 2 ans plus tard d'un cancer du sein. Mais pas sans avoir eu un énorme succès avec cette publication. Et elle avait vu que, par exemple, ces pesticides étaient en train d'induire des effets néfastes sur la reproduction du pigargue, le symbole même des États-Unis, ce qu'on dit l'aigle chauve, via justement les coquilles d'œufs qui étaient affaiblies et quand la mer s'assoyait sur les œufs, ils s'effondraient. Donc, mais il y avait d'autres choses, il y avait aussi les poissons, et évidemment ça tuait aussi les insecticides, les insectes sur lesquels les poissons et les oiseaux se nourrissaient. Mais est-ce qu'elle avait prédit que peut-être le DDT allait affecter notre santé aussi,
envoyer des effets sur la biodiversité, mais est-ce que ça allait aussi avoir un effet sur la santé humaine? Eh bien, le premier résultat semblait non. On avait vu que chez les femmes exposées pendant les années 60, il n'y avait pas plus de risque de cancer du sein. Mais après, on a pu revenir sur le sang du cordon chez ces femmes qui accouchaient dans les années 60. Et là, on a vu qu'il y avait 4 fois plus de risque pour le cancer du sein chez une fille qui était exposée si sa mère était enceinte lors de son exposition au DDT. Donc là, c'était vraiment, il a fallu attendre 50 ans pour pouvoir mettre ça en évidence. Et c'est très intéressant parce que c'est sans doute dû à des effets épigénétiques, c'est-à-dire ces régulations au-dessus du gène, mais qui peuvent être changées par des récepteurs nucléaires. C'est un peu scientifique, mais voilà. Mais ce qui est important là, c'est quand même de souligner que cette période fétale, cette vie intra-utérine, est vraiment déterminante pour la santé future. Et les perturbateurs endocriniens, s'il y a une exposition pendant cette période, ça va affecter non seulement l'enfant qui va naître, mais aussi l'adolescente, l'adulte. Et il y a très peu d'études qui sont faites sur, par exemple, les maladies neurodégénératives. Donc, l'idée clé, c'est que le développement fœtal est une période critique d'exposition et ma préoccupation, c'est cette hormone thyroïdienne qui va être nécessaire pour le développement du cerveau. Alors, on l'a dit beaucoup, qualité du sperme réduite, un couple sur 6, infertilité, cryptorchidie, une femme sur 8 développe un cancer du sein, problème de thyroïde. Obésité, très liée à la perturbation endocrinienne. Et évidemment, les maladies neurodéveloppementales qui connaissent une augmentation exponentielle. On vous a parlé tout à l'heure de cette augmentation d'autisme, surtout aux États-Unis, mais aussi là où on veut bien regarder en Europe. Et une corrélation n'est pas une indication de causalité. On va l'entendre beaucoup de fois. Mais quand même, quand on voit que la production de l'industrie chimique a augmenté de 300 fois depuis les années 70, et ça c'est donc après Rachel Carson, okay? Donc on a déjà eu une augmentation pendant la période des années 30, années 40, et depuis 70, une augmentation de 300 fois, que ce soit dans les pays développés ou des pays en voie de développement. Et ça, c'est des données des Nations Unies. Hein. Et si peu de ces substances ont été testées. Ça, c'était un article de Scientific American qui est publié sous forme de Pour la recherche en France. Et 50 000 de ces produits sont des substances sont produites à une forte production. Seulement, il y a 8 ans, 300 étaient testés et le nombre qui était limité, qui incluait les produits comme les pesticides, comme le DDT, était seulement 5 étaient limités dans la distribution ou l'utilisation. Donc vraiment, c'est pour ça que, comme j'ai dit, quand je suis sortie de cette réunion à l'OCDE, j'ai compris qu'il fallait quand même accélérer et faire des tests qui étaient quand même plus rapides que ceux qu'on voyait. Donc, juste quelques illustrations. Augmentation du cancer du sein. On pense souvent que c'est du dépistage, mais cancer des testicules, qui a connu une aussi forte augmentation, on sait, là, il n'y a pas de dépistage pour le cancer de la testicule. Ça, les jeunes hommes qui en souffrent, malheureusement, c'est une fois que c'est bien déclaré qu'ils vont consulter. Donc, vraiment, ce n'est pas simplement une histoire de dépistage. Et voilà ma préoccupation. Tout à l'heure, on vous a parlé qu'il y a des chiffres plus récents qui viennent d'une autre source. Le fait est que ces données ont été collectées 4 années avant. Ils sont publiés en 2016 et on attend
instantanément sous peu la publication de ce groupe pour 2018. Et déjà, c'était assez effarant de voir qu'il y avait 1 sur 68 enfants. Et une chose qu'on ne comprend pas, pourquoi c'est sur 5 enfants qui vont être diagnostiqués avec autisme, il va y avoir 4 garçons et seulement une fille. Vraiment une question très, très, très bizarre, très difficile à traiter et sur laquelle on peut quand même se pencher. Et donc, est-ce que c'est plus parce qu'il y a un changement de diagnostic? Mais absolument pas. Pendant les années 2000 à 2013, il n'y avait aucun changement de diagnostic. On pense beaucoup à des interactions entre le gène et l'environnement, parce que jusque maintenant, bien qu'il y ait quelques cas d'autisme qui sont bien démontrés d'être dus à un problème génétique, la plupart ne le sont pas. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que parmi les enfants diagnostiqués avec l'autisme, il y a 40 à 50% qui ont des QI de moins de 70. Et ça, voilà. Okay? Ce n'est pas évidemment que tous les enfants autistes, parce que vous avez aussi les Asperger qui sont particulièrement doués, mais quand même, si on regarde les distributions par État, vous allez trouver 40 à 50% diagnostiqués avec un QI de moins de 70. Déficit d'attention, aussi des statistiques aux États-Unis, 14% des garçons. Alors, est-ce que c'est étonnant? Ben non, comme a dit Linda Birnbaum, directeur de la National Institute of Environmental Health Science. Ben non, c'est pas si étonnant que ça. Nous vivons dans une soupe chimique. Nous absorbons, nous respirons, nous mettons sur notre peau tous ces produits chimiques. Alors, encore un tout petit peu de science quand même. Plusieurs de ces produits sont des produits halogénés, c'est-à-dire qui sont substitués en brome, en chlore ou en fluor. Et ça, c'est un peu embêtant parce que l'hormone thyroïdienne, dont j'ai parlé brièvement, qui est produite par la glande thyroïde ici, est la seule molécule complexe qui contient un halogène dans notre corps. Ça contient de l'iode. C'est pour ça qu'autrefois, on parlait du problème du crétinisme avec le crétinisme des Alpes. Même en Savoie, il y en avait quand même des problèmes. Là où on était loin de la mer, on manquait de l'iode dans le sol, et donc il y avait un problème de crétinisme. 1850, la France a quand même eu la bonne idée d'envoyer des géologues dans toutes les régions de France pour voir s'il y avait une corrélation entre la quantité d'iode dans le sol et l'incidence de crétinisme et de goitre. Ils ont vu qu'il y avait quand même un bon 1850, presque il y a 200 ans maintenant. Et bien aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas du sel iodé, et ils devraient, parce que ça, c'est un peu tombé en oubli. Et bon, l'iode et les hormones thyroïdiennes sont essentiels pour le développement du cerveau. Et c'est pour ça que c'est le seul hormone qu'on teste sur chaque enfant qui naît en France aujourd'hui, et d'ailleurs dans le monde. On teste chaque enfant qui naît pour savoir s'il a assez d'hormones thyroïdiennes pour assurer le bon développement de son cerveau. Parce que sinon, on voit un enfant avec un crétinisme sévère qui aura un QI de à peu près 35. Ben, ça, c'est le crétinisme sévère. Il peut y avoir des enfants qui sont atteints, malheureusement, on en voit encore dans certains coins du monde. Alors là, vous avez quand même la structure de l'hormone thyroïdienne. C'est un peu comme un paire de lunettes avec ces 3 atomes d'iode. Il peut en avoir 4 ou 3. Et sans un minimum d'hormone thyroïdienne, au bon moment, et on va revenir sur ça, un thêta ne peut pas se transformer en grenouille. Mais plus important pour nous, c'est qu'un bébé humain va devenir un crétin. Et la maladie du crétinisme a été virtuellement éliminée grâce à ce test pour savoir si un enfant a assez
d'hormones thyroïdiennes dès sa naissance. Mais ce qui est très important, c'est que dans les derniers 20 ans, on a appris beaucoup de choses. Avant, on pensait, on teste chaque enfant à sa naissance et voilà, s'il n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes, ben on va lui en donner. Mais maintenant, on sait que ces taux d'hormones thyroïdiennes chez la mère sont aussi importants, ils vont être déterminants pour le QI, le futur QI de l'enfant, quotient intellectuel. Je sais, quand je dis ça, les gens ne comprennent pas QI. Donc, l'hormone thyroïdienne chez la mère est aussi importante que l'hormone thyroïdienne après. C'est pour ça, et d'ailleurs, les dernières études montrent que c'est les premiers 3 mois où, quand souvent une femme ne va même pas savoir qu'elle est enceinte, que ces hormones thyroïdiennes sont essentielles. Et ceci est dommage, particulièrement dommage, parce que on sait qu'il y a plusieurs études qui le montrent, qu'il y a toute femme enceinte en France est exposée à une série de polluants organiques, que ce soit les pesticides ou les phtalates ou des bisphénols A ou les retardateurs de flamme. Mais c'est aussi le cas partout où on veut bien regarder. Et là, c'est une étude qui a été publiée par Teresa Woodruff aux États-Unis. Et là, elle a pris 54 femmes. Et là, on a des résultats sur 52 classes de produits. Et chaque barre verticale représente une femme différente. Et vous voyez qu'en moyenne, chaque femme a une trentaine de produits qu'elle a cherchés. OK? Parce qu'il faut payer pour ces tests et ça coûte très cher. Donc là, elle s'est limitée à 54 catégories de produits et elle a trouvé qu'il y avait un minimum de 30, une moyenne de 30 chez toutes les femmes. Et au laboratoire, avec Jean-Baptiste Fini, on a commencé à regarder d'autres jeux de données pour regarder quelles étaient les concentrations de ces différents produits, parce qu'il y avait 15 qui étaient pas... Excusez-moi, j'aurais dû le dire. Il y a 15 qui sont présentes chez toutes les femmes. 15 substances, tout le monde en a, probablement vous et moi aussi. Donc. Et il y avait 15 substances qui étaient présentes, et nous, ce qu'on avait cherché à regarder, c'était quelles étaient les concentrations qui étaient dans le liquide amniotique, qui était donc en train d'entourer l'enfant à naître. Eh bien, on a trouvé du bisphénol A, du triclosane, des phthalates à gogo, 10-6 dans certaines études. Pour ceux qui ont un petit background scientifique, c'est énorme. Des pesticides comme le DDT, qui a été banni il y a 50 ans, plein d'autres choses, des PFOS et des PFOS et des produits perfluorinés. Et voilà, et évidemment des métaux lourds comme le plomb et le mercure. Eh bien, c'est un peu, pour l'image, c'est un peu comme ça. C'est que chaque enfant qui va naître aujourd'hui, il est entouré de ce genre de mélange dans le liquide amniotique et absolument pas à des concentrations anodines. Et voilà notre hormone thyroïdienne qu'on vient de dire, qui est si important pour le développement du cerveau. Et voilà le BPA à côté. Gilles-Éric vous a montré le même type de choses. Et bien voilà un retardateur de flamme qui est substitué en brome, mais qui a exactement la même structure que l'hormone thyroïdienne. Et voilà ce qui nous fait peur, c'est que ça peut prendre la place de l'hormone thyroïdienne dans le corps et donc empêcher le développement correct du cerveau. Et bien avant la naissance. Et c'est ça qui nous préoccupe. Alors, nous, on voudrait savoir combien de ces produits pourraient interférer avec l'action des hormones thyroïdiennes lors du développement du cerveau, quel était leur impact sur la neurogenèse, comment les identifier. On a publié ça aussi dans Nature Scientific Reports en début de l'année 2017, mais on a utilisé notre theta pour le faire parce que la signalisation par les hormones thyroïdiennes a été conservée à travers
bon, allons-y, 450 millions d'années d'évolution. Une fois que l'évolution ou la nature a trouvé la bonne structure de l'homme thyroïdien, elle n'a pas changé un seul atome. C'est exactement la même chez un poisson plat, chez un amphibien, chez un oiseau et chez nous. Et donc, malheureusement, ces perturbateurs endocriniens peuvent interférer avec plein de niveaux de régulation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que ce soit au niveau de l'hypothalamus, de l'hypophyse, de la thyroïde même, la distribution de l'hormone dans le corps, le métabolisme au niveau du foie, l'excrétion, mais surtout au niveau des neurones qui vont être déterminants pour le développement de notre cerveau. Et qu'est-ce que nous, on avait fait? On avait pris notre thêta et on a utilisé une technique, oui, de transgénèse, et on a mis cette protéine fluorescente dans notre thêta, et voilà, sur une pièce de 1 cent, notre thêta, et donc on peut l'utiliser pour cribler beaucoup de produits. Et avec cette méthode, on a exposé les thêtas qu'à 3 jours, bien qu'un enfant à naître va être exposé pendant beaucoup plus de temps que ça, à des concentrations trouvées dans le liquide amniotique, et on a trouvé que non seulement ça interfère avec la signalisation des hormones thyroïdiennes, mais ça modifie le développement du cerveau. On a vu qu'il y avait un changement dans le nombre de neurones et le nombre de cellules gliales, les cellules qui soutiennent le cerveau, et on a vu même aussi des changements de comportement. Alors, les effets sur l'être humain, je vous ai déjà montré cette augmentation faramineuse, effrayante des maladies neurodéveloppementales et le PET. Mais est-ce qu'il y a aussi un PET de quotient intellectuel? Eh bien oui. C'est une étude très intéressante qui a été publiée en 2013. Est-ce que les gens à l'époque victorienne étaient plus intelligents que nous? C'était quand même eux qui avaient lancé la révolution, pas lancé, mais accéléré la révolution industrielle. Mais donc, on peut quand même critiquer, mais il faut dire qu'ils étaient assez inventifs. Et pourtant, c'est basé sur un temps de réaction, ce test, parce qu'évidemment, il n'y avait pas les tests de QI qu'il y avait dans les années 1890, à l'époque victorienne, il n'y avait pas des tests de QI tels qu'il y a aujourd'hui. Donc, on a pris une autre chose qui est le temps de réaction, c'est-à-dire quand il y a une lumière et un pendule qui passe devant, le temps qu'il faut pour que quelqu'un réagisse et appuie sur un bouton. Et ça, c'est Francis Galton qui a fait ces tests dans les années 1890. Et bien, il avait beaucoup de gens à qui il a fait le test, mais le problème, c'est qu'il n'avait pas toutes les méthodes statistiques qu'on a aujourd'hui, et surtout les ordinateurs, pour faire l'analyse profonde. Et donc, maintenant, 100 ans plus tard, les gens ont pris ces données parce qu'ils étaient parfaits, et on a vu quand même, parce qu'on peut calculer à partir du temps de réaction, on peut calculer l'intelligence, parce que vous savez bien, la vitesse auquel vous lisez quelque chose, vous assimilez une information, c'est tout relié. C'est très lié. Et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais notre temps de réaction, c'est aussi dû à cette couche de lipides qu'on a autour des neurones. Ça s'appelle le myéline. Vous avez entendu parler de ça? Et le myéline, ça a apparu avec les hormones thyroïdiennes. Sans les hormones thyroïdiennes, on n'avait pas de myéline. Et donc, la myélinisation, c'est quand même une hyper bonne manière de voir s'il y a eu une atteinte à notre système thyroïdien. Eh bien, si vous mettez 2 et 2 ensemble, ce n'est pas si étonnant de voir que des gens, des statisticiens, des épidémiologistes ont calculé que la différence entre 1890 et aujourd'hui, c'était à peu près 14 points de QI perdus. Et que sont les conséquences pour
une population là de 250. Alors les gens disent oui, mais non, c'est pas possible que les gens qui nous ont donné les ordinateurs et tout ça, l'Internet, malheureusement, si c'est possible, parce que quand même, si on prend une distribution sur une population de 250, si avant on avait un QI de 100, et on avait 6 millions très doués et 6 millions qui avaient besoin d'un peu d'aide, eh bien, si on fait un tout petit peu de shift vers la gauche de cette moyenne principale et on tombe maintenant sur 95, eh bien, on a beaucoup moins de gens doués pour nous faire des ordinateurs et faire de la philosophie aussi, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Et par contre, il y a une augmentation équivalente, 9,4 millions d'enfants et d'adultes, parce que malheureusement, le développement du cerveau, ça se fait dans un sens unique. C'est une route à sens unique. On peut aider un enfant, on peut aider avec l'éducation, mais on ne va pas changer quelque chose de fondamental comme la manière dont ce cerveau a été mis en place. Et on a eu ce type de perte de QI pour une déficience en iode beaucoup plus, hypothyroïdisme maternel, pour une exposition à ces PCB qui sont des plastifiants, le plomb, le mercure, les pesticides, les retardateurs de flamme. Et on a si peu d'informations sur les mélanges. Ça nous coûte beaucoup. Avec Leo Trasande du New York School of Medicine, on a estimé que pour 3 produits, ça nous coûtait à peu près 150 milliards d'euros par an. Pour 3 de ces produits, quand il y en a quand même 143 000 sur la liste de REACH, c'est-à-dire le ECHA qui est à Helsinki, ils ont 143 000 produits sur la liste. Et nous, on a calculé le coût pour 3 entre eux. Et le plus était dû à des pesticides. 120 milliards étaient dus à des pesticides et peu d'autres à des plastifiants. Et alors, comme j'ai dit, moi j'étais un peu... On a entendu parler des effets des adjuvants de glyphosate, mais quand même, si on prend les pesticides per se, et ça c'est une publication de la European Food Safety Authority qui est plutôt connue pour être très conservateur dans ses avis, eh bien, ils ont pris comme 287 pesticides et ils ont regardé spécifiquement les effets de neurotoxicité et des effets sur la thyroïde. Et ils ont trouvé que 101, pas moins de 101, avaient des effets sur la thyroïde et 97 avaient des effets neurotoxiques. Et ça, c'est des pesticides qui sont sur le marché. Alors, est-ce que ça affecte aussi la biodiversité? Oui. Avec Sabrina Grief, aussi au muséum, elle travaille en Ouganda et elle a regardé des populations de chimpanzés et de babouins. Et vous voyez qu'ils ont des déformations faciales. Et pourtant, ils habitent dans une zone protégée qui est un parc national, mais ils ne sont pas bêtes pour le moment. Ils vont aller chercher le maïs qui se pousse à côté, et le maïs est trempé dans les pesticides. Et on a pu faire la corrélation avec Sabrina entre le maïs qu'ils mangent et le taux des pesticides et ces malformations crânio-faciales. Une autre étude qui est faite par un collègue, Vincent Laudet, on parle beaucoup des effets du changement climatique sur le problème des coraux, mais les poissons qui nourrissent du corail. Et le poisson clown, sa métamorphose, quand il se déplace il est né dans l'océan et puis il va commencer à brouter sur le corail. Et cette métamorphose, c'est un peu comme une métamorphose chez un grenouille. C'est dépendant des hormones thyroïdiennes. Et Vincent et son équipe ont pu démontrer que le chlorpyrifos, qui affecte bien les hormones thyroïdiennes, était responsable de beaucoup de changements chez ces populations de poissons clowns. Et la dernière chose qui m'inquiète beaucoup, et je choisis ça comme exemple, c'est les oiseaux migrateurs.
qui sont en déclin aussi, pas seulement à cause du changement climatique, mais aussi beaucoup à cause de la perturbation endocrinienne. Moi, j'étais vraiment choquée cet été. Là où j'y vais en Bourgogne, il y avait vraiment très peu de hirondelles, je ne sais pas. Mais on ne peut pas étudier les hirondelles au laboratoire, mais on peut étudier les tourneaux. Et là, c'est très bien démontré que la perturbation endocrinienne par les hormones thyroïdiennes interfère non seulement avec la prise du poids, ça c'est logique, mais aussi le système de navigation de ces oiseaux. Donc les pauvres, ils doivent faire face au changement climatique, aux pertes des insectes sur lesquels ils nourrissent, mais aussi la perturbation endocrinienne. Que peut-on faire? Il faut quand même essayer de faire quelque chose. Bon, moi je dis, utiliser le CELIOD, c'est au moins ça de fait pour limiter les dégâts, parce que si vous avez assez d'iode pour vous-même et surtout pour une femme enceinte, elle va avoir assez d'hormones thyroïdiennes et donc il y aura moins d'impact de ces perturbateurs endocriniennes sur le système. Mais il faut aussi éduquer les gens qu'ils viennent plus activés, qu'ils agissent en association. Mais avant tout, il nous faut une législation pour enlever les pires acteurs, les pires produits. Bon, ça date de 2012, même 2009. Le Parlement européen a voté une résolution pour qu'on réduise l'exposition de toutes les populations, mais surtout les femmes enceintes, à des substances chimiques qui peuvent interférer avec notre système endocrinien. Ils ont basé ça sur la baisse de qualité du sperme, la puberté précoce, je n'en ai pas parlé, les cancers, les troubles métaboliques, les maladies développementales, mais aussi le système immunitaire, et c'est très intéressant ça, et l'épigénétique dont j'ai quasiment pas touché. Réduire l'exposition de toute la population européenne aux perturbateurs endocriniens. Et j'espère que j'ai contribué un petit peu en écrivant mes 2 livres, et dont le Cocktail Toxique, qui a été fait dans un film donc c'était la base de le film Demain tous crétins, Question, qui a été diffusé sur Arte au mois de novembre. Je vous remercie de votre attention. Bravo. Voilà.